Cédric Lescope, vous êtes le PDG de Jetfly. Jetfly est une compagnie d'aviation d'affaires en propriété partagée qui exploite des monoturbopropulseurs Pilatus PC-12 et des biréacteurs Pilatus PC-24. À cet instant, quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur votre activité? Alors, effectivement, la crise, nous la vivons depuis bientôt 2 mois, depuis le 17 mars. Je dois dire qu'elle a été tout d'abord soudaine et même brutale. Du jour au lendemain, avec les beaux jours, on aurait dû faire entre 50 et 100 vols par jour. On s'est retrouvé à faire quasiment 5 à 10 vols. Donc ça a été extrêmement soudain et brutal. Ensuite, elle a été difficile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en quelques jours, en quelques heures, il faut réapprendre à travailler différemment. Quand on est une compagnie aérienne, on a un centre d'opération, on a un centre de contrôle, on a des équipes un peu partout en Europe. Et là, on a envoyé tout le monde chez soi en télétravail. Fort heureusement, on était très digitalisé chez Jetfly, on avait pris beaucoup d'avance, donc ça a été assez fluide. Mais il faut réapprendre à discuter, donc il faut intégrer des logiciels de chat, il faut réapprendre à lancer des vols avec des logiciels de gestion sans avoir son équipier ou son autre département à côté de soi. Donc, il faut tout simplement réapprendre à travailler dans un contexte où tout est plus compliqué. Un Paris-Genève qui prend quelques minutes à organiser en temps normal devient très compliqué parce qu'il faut obtenir des autorisations, il faut demander des papiers aux clients, tout devient un challenge, à la fois sur l'organisation et à la fois sur nos équipes en vol, parce que la priorité a été de les protéger. Jetfly a décidé de rester ouvert, c'était notre engagement. On est assez peu à être resté sur le pont. Aujourd'hui, on est toujours ouvert avec nos personnels au sol sont à 50%, pour vous donner des grands chiffres, et sur ma centaine de pilotes sur la partie Jetfly multipropriété, on a 20 pilotes sur le pont, volontaires, qui travaillent et qui se relaient. Ce qu'on a dû affronter, c'est qu'il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus de restaurants, donc les pilotes doivent eux aussi réapprendre à s'organiser différemment avec notre aide. Donc on a par exemple pris des mesures immédiates, c'est-à-dire de pairer des pilotes ensemble pour éviter qu'ils rencontrent d'autres pilotes. Ça, c'est une mesure qu'on a fait quasiment immédiatement. Ça permet aux pilotes donc de passer 7 jours avec un pilote, de se reposer 7 jours, de retrouver le même pilote et ne rencontrer qu'un seul pilote. Le pilote, même s'ils se croisent dans les handlings, avait pour instruction de se dire bonjour de loin. Voilà, et évidemment de se protéger avec des masques, de désinfecter. Il a fallu qu'on trouve des milliers de masques pour équiper nos passagers et nos pilotes. Il a fallu mettre du gel, des procédures de désinfection imposées par les autorités après chaque vol, donc c'est très contraignant. Tout ça, il a fallu le déployer en quelques jours pour pouvoir voler dans de bonnes conditions et de façon sûre, ce qui était la priorité. Mais alors, pendant cette période de confinement, qui sont les utilisateurs de la compagnie et quel type de vol avez-vous organisé? Donc, comme je vous le disais, on fait très peu de vols, on est resté ouvert, mais on fait entre 5 à 10 vols. Les vols professionnels, avec une raison valable, restent autorisés. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez un vol professionnel? Je ne sais pas, quelqu'un doit aller visiter une usine, ça ne peut pas se faire en télétravail et il va obtenir l'autorisation. Vous avez un rendez-vous chez un notaire pour faire l'acquisition d'une société, vous allez obtenir l'autorisation. Donc, des rendez-vous professionnels importants, justifiés, on arrive à obtenir les autorisations. Après, on a fait quelques vols privés de rapatriement familiaux, parce que le fils d'un client était resté coincé pour faire ses études, je ne sais pas, en Finlande, parce que certaines personnes n'arrivaient pas, étaient en voyage à l'international et avaient du mal à regagner leur pays. Tout ça, c'est à peu près stabilisé. On fait aussi il y a des gens qui se déplacent pour des rendez-vous médicaux, il y a des gens, sur nos 250 clients, je dois dire que c'est entre 5 et 10 vols par jour, plutôt 5 que 10 d'ailleurs. Je dis 10 parce qu'on a aussi fait quelques vols sanitaires pour aider les soignants pendant la crise du Covid. Et donc, on a fait en moyenne une dizaine de vols par jour.
Alors, quand cette crise du Covid est arrivée, l'aviation d'affaires n'était pas en grande forme. Elle ne s'était pas encore remise de la précédente crise financière de 2008. Selon vous, de quelle manière aujourd'hui l'aviation d'affaires peut-elle traverser cette nouvelle crise qui vient se surajouter à la précédente? Oui, c'est vrai, ça fait 10 ans que l'aviation d'affaires n'était pas vraiment repartie. Je ne crois pas me tromper en vous disant que les chiffres, les mouvements d'avions d'affaires en 2008 sont quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard. Donc, Jetfly a grandi depuis 10 ans dans un marché à tonnes. C'est sûr que cette crise arrive à un moment où on sentait un peu de frétillement, on sentait que depuis un an, je crois qu'on était passé à 5% au-dessus des mouvements de 2008. Bon, c'est un coup dur. C'est tout aussi c'est brutal. L'aviation d'affaires, elle était déjà un peu malade, donc parce que depuis 10 ans, ça ne s'était pas vraiment réveillé. Il y avait, selon moi, selon moi trop d'opérateurs sur le marché. Il y a à peu près 500 opérateurs d'avions d'affaires, 500 compagnies aériennes d'avions d'affaires en Europe. Vous avez, je crois, 3000 avions d'affaires. Il y a beaucoup de monde sur un marché qui n'a pas grandi. Donc les marges sont très faibles, la compétition est très forte. Pour vous donner un exemple, je pense qu'il y a 10 ans, un Lightjet, le coût horaire se vendait autour de 3 500 euros. Aujourd'hui, ce même avion, 10 ans plus tard, se vend entre 2008 et 3 000 euros. Donc les marges se sont vraiment écrasées. Les marges des compagnies aériennes sont extrêmement faibles. On a des marges brutes de l'ordre de 10%. Avec ça, il faut payer tout le personnel. Les compagnies de taxi ont des résultats nets qui sont de l'ordre de 2 à 3% du chiffre d'affaires. Donc, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de trésorerie d'avance, elles ont des fonds propres très, très, très faibles, et on peut s'attendre à quelques difficultés, de nombreuses difficultés. En tout cas, ces 2-3 mois passés sans revenus vont faire mal à plus d'un, et ça va être compliqué. Le marché est très fragmenté. Vous avez énormément de petites compagnies aériennes qui ont entre 1 et 3 avions. Je crois que sur les 500 compagnies aériennes européennes, vous n'avez que 20 opérateurs de plus de 20 avions. C'est pour dire. C'est vraiment, en France, je crois qu'il y a à peu près une petite centaine de certificats de transport public. Vous avez entre 15 et 20 certificats de transport public, donc compagnies aériennes qui font de la ligne régulière, et vous avez 60 à 70, je pense, compagnies aériennes d'aviation d'affaires. Vous parliez tout à l'heure d'une centaine de pilotes. Vous avez combien d'avions dans la flotte de Jetfly? On a, alors le groupe, c'est une dizaine de sociétés, mais il y a deux grands opérateurs dans le groupe. Jetfly, multipropriété, c'est 30 avions, c'est 200 salariés, c'est 100 pilotes. Et puis on a aussi une société de management d'avions qui gère que des Pilatus, une vingtaine d'avions, qui s'appelle Fly7 en Suisse, dirigée par mon associé Yves Roch. Et lui, il gère une vingtaine de clients qui ont 20 avions. Un avion égale un client. Donc au total, c'est 50 avions. Tous des Pilatus. Oui, tous des Pilatus. On a 40 Pilatus PC-12 qui ont fait la plus grosse flotte mondiale. Et bientôt 10, je crois on atteindra les 8 en septembre. Pilatus PC-24 qui fait aussi la plus grosse flotte mondiale de Pilatus PC-24. Et donc, la spécificité de Jetfly, c'est la propriété partagée, transposée, je dirais, à l'entrée de gamme de l'aviation d'affaires. Votre cheval de bataille, comme vous venez de le dire, c'est le mono-turbo-propulseur, le PC-12. Vous êtes monté en gamme avec le biréacteur léger, le PC-24. Et d'une certaine manière, vous élargissez la base de l'aviation d'affaires. Vous abaissez la hauteur de la première marche. Quel est le profil du client Jetfly? Quels sont ses besoins de déplacement aujourd'hui? Alors, plusieurs questions dans votre question. La première, c'est effectivement notre cheval de bataille, c'est le Pilatus PC-12, un petit avion magique, comme j'aime à le rappeler. C'est un avion extraordinaire, très polyvalent. C'est un peu le couteau suisse. Il se pose partout. Il peut prendre jusqu'à 8 passagers. Il a de l'autonomie. Et là, c'est le gestionnaire ou le pilote qui parle? C'est les deux. C'est le pilote amoureux de son avion. C'est le gestionnaire heureux de voir que cet avion plaît depuis 20 ans à mes clients. Il leur plaît de façon toute simple, c'est que c'est un avion qui ne perd pas de valeur, quasiment pas. Au bout de 10-15 ans, il a toujours 70% de sa valeur, c'est juste incroyable.
C'est un avion qui est extrêmement safe, qui a atteint un niveau de sécurité inattendu. Beaucoup de gens ne pensaient pas que cet avion puisse avoir des tels taux de sécurité. C'est un avion qui est quasiment plus sûr aujourd'hui qu'un biréacteur. Et puis, c'est un avion c'est un avion qui plaît, les gens le gardent longtemps. Il y a très peu d'avions PC-12 sur le marché. Vous avez, je crois, 2% de la flotte qui est à la vente. Voilà, c'est donc un avion aussi qui est dans l'air du temps, qui est respectueux de l'environnement. Et ça va compter beaucoup demain, on pourra en reparler, mais c'est un avion qui consomme extrêmement peu de carburant avec sa Pratt & Whitney PT6, sa turbine mythique qui consomme que 250 litres à l'heure pour transporter 10 occupants. Donc ça en fait l'avion d'affaires le plus green. Et ça, c'est aussi important. Donc c'est notre cheval de bataille, c'est un avion qui plaît. On a aussi un modèle qui plaît parce qu'associé à cet avion, on a un modèle participatif, un modèle de multipropriété, effectivement, qui est le programme phare du groupe Jetfly. C'est-à-dire le ticket d'entrée pour pouvoir être copropriétaire chez Jetfly. Les grands chiffres, un Pilatus PC-12, on vend, la porte d'entrée, c'est un 16e. On vend une part d'un 16e d'un Pilatus PC-12. Ça vaut à peu près 350 000 €. C'est votre actif. C'est comme un tout petit appartement ou une très belle voiture. Vous avez votre petite part de Pilatus PC-12. Ça perd peu de valeur. 10 ans après, on garde les avions 10 ans. Donc, vous pouvez garder cet actif 10 ans. Ça vaudra toujours entre 200 et 250 000 € 10 ans plus tard. Et puis, c'est un budget annuel. On a 2 options sur le 16e, une option 15 heures par an, une option 35 heures par an. Et c'est un budget de 50 000 € pour 15 heures par an ou 100 000 € pour 35 heures par an. Voilà, c'est ça les grands chiffres. Le PC-24, le ticket d'entrée, la part d'avion, c'est le double. C'est des avions qui valent un Pilatus 9, ça vaut quasiment 6 millions de dollars aujourd'hui. C'est 12 millions de dollars pour un PC-12. Donc un 16e pour un PC-24. Voilà, pour un PC-24, la part d'un 16e, c'est dans les 800 000, 750 000 €. Et c'est un budget 50% plus élevé en utilisation annuelle. Et alors, donc, est-ce que cette façon de fonctionner par une part d'avion plus donc un forfait de 15 heures ou 30 heures par an, qui permet donc de limiter les coûts, attire vers l'aviation d'affaires des clients qui jusque-là n'étaient pas clients de l'aviation d'affaires? Oui, alors il y a différents types de clients. Vous avez le client qui utilise une fois par an, il y a le client qui commence à louer une fois et puis qui a un besoin de plus en plus régulier. Nous, la moyenne d'utilisation de nos clients, c'est à peu près 50 heures par an. Donc, c'est des gens qui sont... Certains même de nos clients ont eu leurs avions et ont décidé de ne plus l'avoir parce qu'ils ont rencontré plein de déboires. Avoir un avion, c'est souvent des mauvaises surprises de gestion de personnel, de factures trop lourdes, etc. Donc, on a à la fois des gens qui descendent en gamme et qui se disent bon, c'était une bêtise d'acheter un avion, j'achète une petite part d'avion. Finalement, l'intérêt de la multipropriété, c'est de partager le capital, mais pas la disponibilité. Le modèle Jetfly, je le rappelle, c'est qu'on garantit la disponibilité partout en Europe, pas seulement dans un pays. Vous êtes à Düsseldorf, vous êtes à Dublin, vous demandez l'avion, avec 24 heures de préavis, vous l'avez, c'est garanti, vous avez votre flotte de PC-12 à disposition. Et puis, vous ne payez que le temps que vous êtes dans l'avion. Donc, c'est assez lisible. Vous savez que le Barcelone-Madrid, c'est Jetfly qui va payer la mise en place à Barcelone et vous allez payer qu'une heure de vol Barcelone-Madrid. Donc, on est adoré des CFO, des directeurs financiers des entreprises parce qu'ils ont un budget annuel qui n'est jamais dépassé. Ils savent à quoi s'attendre. Voilà. Donc ça plaît. Et puis ensuite, ce qui plaît, c'est que le Pilatus est un avion étonnant pour vous apporter au plus proche de votre destination. Donc, à un moment où on essaye d'optimiser les choses, où le temps est compté, où la pollution aussi, on évite de prendre des voitures, de faire des transferts, etc. Le PC-12 vous emmène au plus près de votre destination, au plus près de la visite. Si vous avez une usine à visiter, si vous avez cet avion, il se pose sur l'herbe, il se pose sur 700 mètres, il vous emmène sur des petites pistes comme à Belle-Île ou sur Courchevel ou une petite piste en herbe à côté d'une usine à visiter. Il vous fait gagner du temps. Voilà. Et alors, dans la période actuelle et surtout dans les semaines à venir où les vols réguliers, les compagnies aériennes vont mettre du temps à redémarrer leur programme, où ça va devenir de plus en plus complexe
de prendre l'avion parce que le passage dans l'aéroport, en plus des contraintes de sécurité, il y aura les contraintes sanitaires maintenant. Est-ce que vous pensez que toutes ces contraintes qui vont se surrajouter peuvent être une opportunité pour l'aviation d'affaires telle que vous la proposez? Alors, je pense que, comme je disais, on n'est pas sorti de la crise déjà, donc il faudrait que les frontières s'ouvrent, et ça c'est ce qu'on attend tous avec impatience, pour pouvoir circuler plus librement. Effectivement, les compagnies aériennes régulières vont souffrir énormément. Certaines ne vont pas se relever, certaines sont déjà tombées, et je pense que c'est un drame, il faudra tout faire pour les aider. On va avoir besoin d'avions. Ceux qui pensent que le monde de demain sera sans avions se trompent. Il faudra voyager différemment. Mais voilà, les compagnies aériennes vont mettre, dans un an, on aura peut-être 50 à 70% du volume qui sera revenu, et les compagnies aériennes vont mettre 3 ans à s'en remettre. Donc pendant cette période, les fréquences d'avions vont être plus compliquées, des lignes vont être annulées puisque les compagnies aériennes vont se concentrer sur les lignes les plus rentables, les billets risquent même peut-être d'augmenter, et donc l'aviation d'affaires va faire sens parce que le virus sera toujours là, le vaccin va pas venir avant 12 à 24 mois, des gens vont avoir peur, des chefs d'entreprise vont vouloir protéger leurs salariés aussi. Donc je pense que l'aviation d'affaires a un rôle à jouer qui est complémentaire et qui n'est pas en compétition avec la ligne, qui est complémentaire de l'aviation commerciale. Et je pense que c'est pas, soyons humbles, c'est pas une opportunité, mais parce que je pense que on va tous perdre du volume, nos clients vont moins voyager, les clients de JetFly vont voler à mon avis 50 à 60% de moins, mais je pense que des nouveaux besoins vont émerger. Mes clients utilisaient beaucoup la ligne régulière, c'est pas parce qu'ils ont une petite part chez JetFly, au contraire, mes clients prennent EasyJet, Ryanair, Air France, le train, la voiture. Donc, ils vont être tentés ils vont probablement avoir de nouveaux besoins pour se protéger eux sur les trajets de ligne, parce que je pense que l'expérience aéroport va être très compliquée aussi. Je pense que la distanciation sociale, les passages au filtre, on passe son temps à faire la queue dans un aéroport, donc ça va être crispant, ça va être une mauvaise expérience. Donc je pense aussi que certains vont vouloir privilégier l'avion d'affaires, donc des nouveaux besoins vont naître, parce que des gens vont aussi vouloir faire protéger leurs enfants, leurs parents, leurs amis, leurs cadres dirigeants, etc. Donc c'est peut-être une opportunité, pas pour faire plus de business, mais pour rattraper, à mon avis, le volume que nous allons de toute façon perdre parce que les gens vont moins voyager. Voilà. Donc ce qu'on peut espérer, c'est retrouver un niveau d'avant un peu plus vite que les compagnies aériennes et redémarrer plus vite parce qu'on est probablement plus agile et plus réactif qu'une grande société qui a 3000 salariés et des flottes de centaines d'avions. Alors, cette crise va aussi changer un paramètre important pour vous parce que depuis quelques semaines, le marché de l'emploi des pilotes des pilotes de ligne qui étaient en tension est en train de se renverser. Les compagnies aériennes commencent à parler de licenciement de leurs équipages. Pendant longtemps, il y avait tension importante sur le marché de l'emploi et les compagnies aériennes, les compagnies d'aviation d'affaires, les écoles de pilotage comme étaient un peu leur réservoir, c'était un peu là que les compagnies venaient chercher leurs pilotes. La situation aujourd'hui donc est radicalement différente et dans les mois et les années qui viennent, beaucoup de pilotes vont rechercher des emplois. C'est un scénario classique, on l'a connu plusieurs fois déjà par le passé, mais donc pour vous, ça va être un certain confort à nouveau, puisque vous allez avoir des candidatures alors qu'avant, vous aviez plutôt tendance à avoir du mal à retenir vos pilotes. Justement, ces dernières années, est-ce que vous avez enregistré un turnover dans vos équipages? Vous parliez d'une centaine de pilotes? Oui, on a donc avec Fly7 en Suisse et JetFly au Luxembourg, on a 150 pilotes. Bon, déjà effectivement, pour repartir sur votre première question, je viendrai à répondre aux autres questions juste après. Effectivement, ça fait 10 ans que le marché
le marché, on a connu la guerre du Golfe, a arrêté net les recrutements. C'est pas reparti de façon extrêmement nette. Ça, comme le marché de l'aviation d'affaires, depuis 10 ans, c'était assez difficile de trouver un poste en claquant des doigts. Disons que c'était bien reparti il y a un an. Il y a un an, où il y a 24 mois, on a vu Hop a embauché beaucoup de gens en France, Air France s'était remis à bien grandir, Transavia, Ryanair, EasyJet, etc. Ça a embauché de partout. Je dois dire que effectivement là, ça a coupé net le marché. Je crois qu'il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 10 000 pilotes en France. Il est probable que 25% soient affectés par des problèmes de licenciement. Enfin, c'est un drame. On va vivre les chiffres. Oui. Ouais, on va vivre un drame. Et il faut le dire, c'est terrible. C'est terrible, c'est 2500 pilotes, à mon avis. Alors là-dedans, il va y avoir des jeunes, c'est là où ça va être le plus dramatique, qui viennent de se payer des QT, qui sont dans des contrats précaires. Ça va être extrêmement douloureux. Ce sera peut-être moins douloureux pour des gens qui ont passé les 60 ans ou qui les approchent et qui anticiperont une retraite. Bon, donc on est en train de vivre un drame humain. Pour revenir à Jetfly, je pense qu'on a embauché en moyenne ces 10 dernières années entre 10 à 20 pilotes par an. Donc je crois qu'on a même fait il y a 2 ans, une année, on a fait on a formé une quarantaine de pilotes. On n'a jamais souffert d'un gros turnover. Pourquoi Bon, déjà, je le dis de façon très, très, très humble, je pense qu'on essaye d'avoir une politique sociale extrêmement développée dans l'entreprise. On a 300 salariés, on n'a pas de syndicat, depuis qu'on est aux commandes, je ne pense pas qu'on ait eu un seul prud'homme. On est à l'écoute. Pas parce que les gens savent que notre porte est ouverte. Donc je pense que les sociétés qui vont s'en sortir aussi, c'est des sociétés qui vont avoir bien traité leurs pilotes depuis longtemps. Et ça, c'est le plus important pour nous, c'est d'être à leur écoute. N'importe quel de mes salariés peut m'appeler sur mon portable, peut venir me voir au bureau. On est des gens accessibles. Et ça, quand vous offrez ça à vos salariés, quand vous travaillez en équipe avec eux comme ça, comme vous les considérez comme votre semblable, quand vous ils vous le redonnent au quintuple, parce qu'ils traitent bien vos clients, parce qu'ils ont sourire, parce qu'ils sont heureux, et ça, je pense que c'est aussi la clé des entreprises qui marchent, et c'est vraiment dans l'air du temps, c'est d'avoir une bonne politique sociale à tous les niveaux, sur la parité, moi je veux par exemple beaucoup plus de femmes dans les cockpits. On approche, mon objectif c'est d'en avoir 20%. Bon, des petites choses comme ça font que il faut être ouvert, les gens vous respectent et n'ont pas envie de partir. Je pense qu'on n'est pas la société qui paye le plus en Europe, loin de là. Je pense qu'on est une compagnie d'aviation d'affaires qui offre un planning, et ça c'est assez rare. Mais on a eu très peu de turnover. Je pense qu'on est à 5 à 10% de turnover. Quand vous dites un planning, vous voulez dire quoi là ? On a un planning qui est publié pour les 3 prochains mois. Ils ont 7 jours on, 5 jours off, et ils peuvent prendre leur rendez-vous chez le médecin dans 2 mois, ce qui n'est pas le cas de l'aviation d'affaires. En général, on est au BIP, etc. Donc on offre autre chose, on offre une aviation pour aviateurs, une aviation que les gens aiment, les amoureux des avions, les gens qui aiment piloter aiment, parce qu'on va se poser à Courchevel et le lendemain on va à Heathrow. Donc on voit tous les terrains, et ça c'est formidable. On a des clients sympathiques. Je pense que le Pilatus attire des gens des clients qui ont du bon sens. Je pense être. Le Pilatus et le PC-12, c'est du monopilote. C'est un avion monopilote, mais c'est un avion qu'on a dès le début décidé d'exploiter en multipilote, avec les plus hauts critères de training, comme on en a déjà eu l'occasion d'en parler. Je pense que la sécurité, elle vient pas de l'avion, parce que l'avion il est extraordinaire, il vient de la façon dont on pilote cet avion. Il faut être entraîné, il faut être professionnel, il faut être 2, parce qu'il y a 2 paires d'yeux, c'est toujours mieux qu'une. Il y en a un qui s'occupe des bagages, des passagers, c'est aussi un meilleur service pendant que l'autre peut préparer l'avion, on est moins dans le rush, on peut briefer plus posément. En cas de panne, et c'est là où arrivent les accidents les plus terribles, si on est 2, c'est toujours mieux. Il y en a un pour tenir la checklist, il y en a un pour faire les actions.
Donc, on exploite cet avion avec des SOP, des répartitions des tâches et des annonces aussi affûtés que ceux d'une grande compagnie nationale. On a du training tous les 6 mois sur avion ou simulateur. On a du training tous les mois et on révise par exemple tous les systèmes de l'avion une fois par an et non pas une fois tous les 3 ans avec des e-learning tous les mois. On a 2 systèmes par mois. Donc c'est assez dense. On fait des trainings UPRT en ce moment. Avec Apache Aviation, on a décidé d'envoyer nos pilotes. J'ai 2 tiers de mes pilotes qui n'étaient pas éligibles à en faire. J'ai quand même décidé de mettre le budget sur la table pour en faire parce que je pense que c'est le type d'accident qui peut arriver, une perte de contrôle. Les pilotes sont assez critiqués parfois parce qu'on pense aussi que je pense qu'on pourrait aussi se remettre un peu en cause sur la formation des pilotes qui apprennent à piloter de plus en plus devant des écrans et ça fait du bien d'aller faire un peu de Piper J3 ou de voltige. Bon, il y a une petite séance de rattrapage avec l'UPRT où on fait ça sur des epsilon. Et voilà, ça c'est encore un exemple de mettre la barre très haut. Pareil pour la montagne. Aujourd'hui, on fait pas des qualifs de site à Courchevel, on fait des qualifs montagne. J'envoie mes pilotes 3 semaines avec un mousquetaire aller faire toutes les altiports des montagnes et des Alpes. Je les réentraîne chaque année. Tout ça, je suis pas obligé de le faire, mais on met la barre très haute parce que la sécurité, c'est la clé. Les boîtes qui s'en sortent, c'est la sécurité. Ensuite, c'est le service, parce qu'on est un métier de service. Et ensuite, c'est l'économie. Financièrement, il faut que ça fasse sens. Et ça, le PC-12 est l'avion pour ça. Et puis ensuite, il y a des nice to have qui étaient des nice to have, qui sont maintenant des must have. Je parle de respecter l'environnement, je parle d'être plus social. Toutes ces sociétés qui ont ces qualités et qui développent cette capacité à savoir anticiper des choses, ça passe aussi par la digitalisation, ça passe par... Il faut être différent des autres pour s'en sortir. Nous, on est un peu dans une niche, mais on a bien voulu s'y mettre, c'est-à-dire qu'on a un modèle de multipropriété qui est très difficile à mettre en place. On a des avions dont personne vraiment s'y intéressait. Finalement, c'est aujourd'hui un best-seller, un game changer. On s'est mis dans une niche et on est protégé par ça. À tous les niveaux, il faut chercher à être différent. On s'est différencié aussi par le design, par l'image. On a Philippe Starr qui nous a designé nos avions. On a une image différente des autres. On n'est pas dans le luxe. Le luxe, c'est quelque chose qui est révolu. Ceux qui ne comprennent pas que ceux qui restent sur un schéma de communication, l'avion d'affaires, le luxe, le bling-bling, ils n'ont rien compris, ils iront dans le mur. Je me fais volontairement un peu donneur de leçons, je ne suis pas d'habitude, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement, la crise va changer les mentalités. Il faut être plus social, plus respectueux de l'environnement, il faut être solidaire, il faut être proche de ses salariés, il faut être optimiste et souriant, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Eh bien, sur ce mot de fin, merci bien Cédric, et puis bonne continuation. Gilles, à bientôt. Au revoir.